Il y a un en avant, c'est ça plein avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, c'est rien, chien. En fait, je viens retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. En avant l'écho, la chronique rugby économie de Philippe Spanghero, c'est le seul moment sur Sud Radio Rugby où on tolère les en avant. Philippe Spanghero, rebonsoir, on va parler du Stade Rochelais. Est-il un modèle à suivre? Depuis le retour du club en top 14 il y a près de 10 ans, le Stade Rochelais n'a cessé de se développer économiquement, notamment autour de son stade Marcel de Flandre, un stade qui a connu un développement continuel avec des tribunes qui se créent ou s'agrandissent tous les 2 ans et une ferveur qui n'en démord pas. Tout en plus remplissant les caisses et en voyant un développement de budget quand même très impressionnant pour le club de Vincent Merlin. Ouais, c'est assez incroyable ce qu'arrive à faire cette équipe de La Rochelle. Alors, c'est un équilibre pour moi quasi parfait entre sagesse et ambition. Cette équipe, elle est remontée en top 14 il y a 10 ans. Elle avait un budget de 15 millions d'euros. C'était un budget déjà bien structuré pour espérer se maintenir l'année de la remontée. Et puis, ils ont cessé de croître dans leur développement économique en lien aussi avec l'aménagement du stade, tu le disais, pour arriver aujourd'hui à un budget qui tourne aux alentours de 38 millions d'euros, 17 000 places de stade. Et donc, on l'a vu le week-end dernier contre Toulouse, 100e match à guichet fermé. Donc, c'est assez colossal ce qu'arrive à faire cette équipe. Et surtout, ce qu'on peut noter, c'est son équilibre et sa stabilité dans l'organisation capitalistique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises régionales importantes qui sont autour de la table, qui sont rentrées au capital de ce club. C'est pas la propriété seule de Vincent Merlin. Il y a une volonté d'identité territoriale très forte qui explique cette stabilité. Ouais, effectivement, et quand on regarde un petit peu ce stade Marcel de Flandre, il est passé de 12 000 à 17 000 là, en quelques années, avec 14 259 abonnés, ce qui est colossal. Il y en a 7 000 sur la liste d'attente, donc on peut estimer que l'expansion promet de continuer, sauf que la direction du club, et notamment Pierre Vénère, mise aussi sur la frustration sur cette attente-là. Comment faire conjuguer l'idée de contenter les supporters et aussi de créer cette petite frustration pour avoir envie d'aller au stade? C'est toute la fragilité de l'équation et c'est ce qu'arrive très bien à faire cette équipe de La Rochelle. Et donc tu parlais de Pierre Vénère, ce qui est important aussi de préciser dans ce qui fait la réussite de ce club, c'est ce binôme qui dure entre le président Merlin et puis son directeur général Pierre Vénère. Donc ils sont complètement alignés sur la vision. Et donc Pierre Vénère est un élément très important du dispositif. Et donc là, en effet, il y a cette réalité-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on regarde court terme en se disant, voilà, on répond à la demande immédiate en engageant des travaux toujours plus importants en termes d'infrastructures et de stades pour aller chercher plus de spectateurs et plus de recettes billetterie, ou est-ce qu'on joue un peu sur la frustration, parce qu'en jouant sur la frustration aussi, on a un prix moyen de billets et de places d'hospitalité qui est peut-être plus élevé. Donc tout cet équilibre, il est fragile. En tous les cas, ce qui est sûr, ce qui fait aussi la particularité de ce club de La Rochelle, c'est sa zone de chalandise. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, aujourd'hui autour de Toulouse, à 60 km d'un côté, à 70 km, vous avez Castres. Vous avez beaucoup de clubs de Pro D2 qui ont chacun leurs écosystèmes. Aujourd'hui, quand vous regardez La Rochelle, vous avez 40%. Il y a plus de 1000 partenaires à La Rochelle. C'est colossal. Il y a plus de 1000 entreprises partenaires. Et donc, pourquoi ça s'explique aussi? C'est par sa zone de chalandise, parce que vous avez donc 40% des partenaires qui proviennent de l'agglomération rochelaise. Vous avez ensuite 20% de partenaires qui proviennent du reste de la Charente-Maritime, mais vous avez surtout 40% des partenaires, c'est-à-dire plus de 400 partenaires, qui viennent des territoires extérieurs, des autres départements. Et ça, c'est unique en France parce que vous avez ailleurs des zones de chalandise qui sont beaucoup plus concurrentielles. Et en fait, ce qu'a réussi à faire La Rochelle, c'est à devenir un étendard territorial bien au-delà de sa zone de chalandise rochelaise. Et c'est ce qui explique aussi ce succès et ce qui fait la demande grandissante parce que vous avez un territoire qui est très large sur lequel aller travailler. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Quand on parle de La Rochelle, on parle d'une ville de 75 000 habitants, alors près de 200 000 avec l'agglomération. Et tu évoquais justement le modèle du Stade Rochelais qui ne repose pas sur un mécène, mais sur un collectif de partenaires. Est-ce que du coup, ce modèle-là le rend plus solide que d'autres clubs ?
Il est plus solide, bien sûr, il est plus stable. D'abord parce qu'aujourd'hui, vous avez des garanties de revenus par cette attractivité. Donc, vous savez que quand vous maîtrisez bien votre budget, à moins d'un accident industriel sportif, vous avez quand même peu de risques de grosses pertes annuelles. Et si toutefois, une année, vous passez un peu à côté, vous savez que vous avez des entreprises assez solides pour participer à l'effort nécessaire. Et donc, ça permet d'avoir une stratégie beaucoup plus long terme en termes de vision. C'est ce qu'a réussi à faire La Rochelle, qui est assez incroyable. La difficulté du monde du rugby aujourd'hui, c'est ce qui guide l'économie, c'est le terrain, c'est le sportif. Et donc, vous êtes toujours sous la pression des résultats sportifs parce qu'en fonction de ce que fait votre équipe, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Et donc, quand c'est dans ce laps de temps, il y a 2 Champions Cup, mais il y a aussi des revers en top 14. Sur le plan sportif. Donc c'est en effet une déconvenue sportive, mais financièrement ça l'est pas. Donc il y a eu très peu de déconvenues sportives du côté de La Rochelle toutes ces dernières années. Donc le sportif a vraiment accompagné l'ambition de la direction. Et donc aujourd'hui, vous avez ce stade en effet de 17 000 places qui est à guichet fermé pour la 5e fois la semaine dernière. Vous avez 7 000 personnes en liste d'attente. Donc La Rochelle aujourd'hui a que des problèmes de riches. Le vrai sujet de La Rochelle aussi, ça va être de structurer sa masse salariale. Parce que contrairement à une équipe comme Toulouse, ils ont quand même moins d'internationaux, donc ils ont moins de gap de salariés cap à dépenser. Parce que pour rappel... Et La Rochelle paye cher, faut le dire. C'est un club qui offre des gros salaires. La Rochelle est réputée pour être un club qui paie très bien ses joueurs. Donc la problématique quand même dans les années qui arrivent pour La Rochelle, ça va peut-être être sa capacité à manager son salary cap en restant très ambitieux sportivement, en continuant à avoir cette politique très attractive de salaire. Parce que vous avez aujourd'hui un problème, c'est que La Rochelle a moins de crédit de salary cap que d'autres de ses concurrents, notamment Toulouse, et qu'il faut jouer avec ça à l'avenir. Oui, ça c'est toute une équation. Je voulais revenir un petit peu sur, et tu le disais fort bien, c'est sans guichet fermé, là, c'est depuis 2016, c'est absolument extraordinaire pour La Rochelle. Et puis ça crée une tendance aussi, puisque l'Aviron Bayonnais maintenant communique aussi fortement sur ces guichets fermés, l'USAP, mais pas seulement, il y en a plein des clubs maintenant qui misent là-dessus. Et j'ai parfois l'impression que ça a aussi porté un peu l'attractivité des stades en top 14. Je ne sais pas si La Rochelle a enclenché quelque chose pour que les autres stades se remplissent aussi, ou à participer à un mouvement général. Comment tu le vois, toi ? En fait, La Rochelle a été très précurseur. Aujourd'hui, la problématique, elle est assez simple aussi, c'est que le rugby est devenu de plus en plus attractif en France. Donc ça, on peut s'en réjouir. Donc dans notre économie, ça structure beaucoup les budgets des clubs, puisque les recettes billetterie sont quand même primordiales dans la structuration du budget. On sait qu'on a un modèle économique dans le rugby qui repose sur les jours de match. Et donc les jours de match, il faut faire du monde au stade, et surtout, il faut des entreprises partenaires. Et en fait, cette volonté de remplir les stades et de communiquer sur l'attractivité de son stade, elle est intéressante aussi pour les entreprises, parce que c'est un bon produit de relations publiques, parce que quand vous invitez des entreprises dans un événement qui est censé être prisé, c'est-à-dire qui est difficile d'accès, vous invitez les personnes qui comptent. Et ça, c'est intéressant. Et quand vous êtes capable de devenir un lieu d'attractivité des personnes qui comptent économiquement sur votre territoire, vous renforcez l'attractivité de votre sponsoring aussi, de votre partenariat. Et donc, en fait, c'est une dynamique globale vertueuse. Et donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui vaut mieux ? Avoir un stade de 15 000 personnes à guichet fermé, refuser 2 ou 3 000 personnes tous les week-ends pour créer cette attractivité ? Ou est-ce qu'il vaut mieux engager des travaux importants pour agrandir le stade, mettre des moyens importants, en autofinancement de plus en plus, parce que les collectivités, malheureusement, ont de moins en moins de moyens pour accompagner les travaux de réfection de stade. Et donc, vous avez cette équation-là à mener dans la plupart des clubs aujourd'hui. Mais c'est intéressant ce qui se passe. En tous les cas, on est en train de créer des problèmes de riches dans beaucoup de clubs. Et ça, pour notre économie, c'est quand même rassurant. Ouais, et La Rochelle va grandir son stade dans les mois et années à venir, avec 2 virages pour porter la capacité à près de 20 000 places du côté du stade Marcel Leflandre. Dernière question, Félix Spanghero, et on terminera là-dessus. Est-ce donc le modèle à suivre ? Et question annexe, est-il réalisable ailleurs, si c'est le modèle à suivre ? Il est moins facilement réalisable ailleurs parce que, je le disais, la problématique des autres grands territoires de rugby, c'est la zone de chalandise. Et ce qu'arrive à faire La Rochelle est duplicable dans très peu d'endroits en France aujourd'hui, à part de nouveaux territoires qu'il faut aller chercher, qui s'éveillent au rugby. Vous avez potentiellement demain un club comme Vannes
qui a le même type de modèle à aller chercher, mais c'est beaucoup plus difficile dans le sud-ouest et dans le sud-est, où la concurrence est beaucoup plus forte et où les territoires à explorer en termes de zones de chalandise sont beaucoup plus faibles. Mais en tous les cas, dans l'esprit général, c'est-à-dire que c'est un peu ce que fait Toulouse. Vous avez un club qui appartient à personne et à la fois à tout le monde, à ses associations, à des partenaires privés, à beaucoup de petits actionnaires. Donc il y a une identification qui est très forte. Donc ça amène quand même une stabilité dans la vision, de se dire qu'un club ne repose pas sur la vision d'un seul personnage qui peut aussi, en fonction de ses desiderata, remettre en question et déconstruire des histoires de clubs magnifiques. On a malheureusement beaucoup d'exemples. Donc ça, c'est rassurant pour l'histoire de certains clubs et la place qu'ils ont sur leur territoire. Après, encore une fois, je le répète, ce que fait La Rochelle est difficilement duplicable ailleurs.